êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour ce 20h. Tout de suite, les titres. Le progrès réalisé contre le travail des enfants, l'état de la coopération et le climat social en Côte d'Ivoire, voilà les points abordés lors de la rencontre du Premier ministre ivoirien et du secrétaire d'État américain aux affaires africaines ce jeudi à New York, aux États-Unis. 12 villes ivoiriennes vont recevoir l'eau potable grâce à un prêt de 157,9 milliards de francs CFA que la Chine octroie à la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine ont signé l'accord de prêt ce jeudi. La Côte d'Ivoire dispose depuis ce 14 octobre d'une école de guerre. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu à l'école des forces armées de Zambakro en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. La première promotion de cette école est forte de 15 stagiaires. Le président de la Commission européenne annonce la conclusion d'un nouvel accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ce jeudi. Mais déjà des oppositions, et cela à quelques heures d'un sommet européen décisif. Bonsoir à tous, nous sommes toujours ravis de vous retrouver sur RTI 1. Démarrons ce soir aux États-Unis. Au lendemain de son arrivée à Washington, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a été reçu par le secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. 3 questions importantes ont été abordées. Le progrès réalisé contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire et aussi l'état de la coopération et le climat social dans le pays. Adama Koné. C'est un Premier ministre visiblement heureux qui est sorti de plus d'une heure d'échange au département d'État américain. Bonne note pour la Côte d'Ivoire en matière de traitement de la question du travail des enfants. Nous n'avons pas eu besoin d'être long en ce qui nous concerne, puisque le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines avait déjà reçu la première dame de Côte d'Ivoire, qui avait expliqué toutes les initiatives qui étaient prises par elle-même, par le gouvernement, pour régler ce problème définitivement dans notre pays. Et ce que j'ai entendu du sous-secrétaire d'État concernant l'entretien qu'il a eu avec la première dame est extrêmement réconfortant. Il a indiqué qu'elle a été totalement convaincante, que son engagement était absolument visible pour la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, et qu'ils en ont été convaincus. Et d'ailleurs, ces jours-ci, il y a eu une publication du département du travail au niveau des États-Unis qui indique que la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes sur ce sujet. Ce qui est la reconnaissance, je dirais, implicite, ou je dirais même explicite, du travail effectué par le Comité national de surveillance, présidé par Madame la Première Dame et par tout le gouvernement ivoirien. Deuxième motif de satisfaction du chef de la délégation ivoirienne, l'état de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Nous avons ensuite évoqué les relations de coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du MCC, que ce soit au niveau de l'AGOA, pour nous satisfaire de la qualité de cette relation entre nos deux pays. Nous avons après évoqué les problèmes au niveau de la sous-région, les problèmes de sécurité. Nous avons échangé sur les voies et moyens pour permettre de venir au bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Des perspectives, il en a également été question lors de l'entretien du département d'État américain. J'ai noté une grande sérénité du département d'État par rapport à l'avenir de notre pays. Une grande confiance du département d'État par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Une assurance que les chiffres économiques de la Côte d'Ivoire sont parlants, mais aussi que l'avenir politique du pays est garanti. Comme on le voit, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale à Washington sont aussi l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les États-Unis et les pays participants.
Restons sur place à Washington pour ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire y participe après le succès de la revue du programme financier triennal mené à Abidjan. Il est maintenant question pour la délégation ivoirienne de capitaliser ces résultats encourageants. Adama Koné. Washington, la capitale américaine au pas des assemblées annuelles 2019 du Fonds monétaire international, FMI et de la Banque mondiale. Chaque année, en octobre, les décideurs du monde, les économistes et les acteurs du développement se donnent rendez-vous pour tabler sur la conjoncture économique, évaluer les résultats de la lutte contre la pauvreté et mesurer l'impact du changement climatique, tout comme l'efficacité de l'aide publique au développement. La Côte d'Ivoire, toujours présente à ce rendez-vous, se trouve cette année dans une position confortable. Témoignage, les conclusions de la dernière revue du programme financier triennal avec le Fonds monétaire international le 1er octobre dernier. En dépit de la dégradation du contexte économique international, l'économie ivoirienne a montré de la résilience et de bonnes performances économiques sont prévues en 2019 et en 2020. L'inflation est restée faible et bien en dessous de la norme de 3% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes pendant le premier semestre de 2019. Tous les critères de performance et le repère indicatif ont été respectés à fin juin 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la tête de la délégation ivoirienne, est arrivé cette nuit dans la capitale américaine. Comme vous le savez, en avril, nous avons les assemblées du printemps. Et en octobre, les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc, je conduis une délégation de notre pays pour participer à ces assemblées, ce qui nous donnera l'opportunité d'avoir des rendez-vous, d'une part avec le Fonds monétaire international, et j'ai le plaisir d'annoncer que nous serons reçus par la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire, à qui nous transmettrons un message du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous aurons également une audience avec le président de la Banque mondiale. Et toutes ces audiences nous permettront de faire le point de notre coopération. Et comme vous l'indiquez, en ce qui concerne le fonds, le 1er octobre dernier, nous avions une mission du fonds qui s'est achevée à Abidjan et qui a indiqué que l'économie ivoirienne était robuste, elle était solide et que les perspectives économiques de notre pays étaient fortes, étaient bonnes. Et donc voilà, nous venons partager toutes ces nouvelles avec l'administration du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Sur son calendrier, plusieurs rencontres avec les institutions de Bretton Woods et des audiences avec des partenaires au développement et des opérateurs économiques. 157,9 milliards de francs CFA pour l'adduction en eau potable de 12 villes ivoiriennes pour 3 millions de personnes impactées. Cette somme est un prêt de la Chine à la Côte d'Ivoire. L'accord a été signé ce jeudi, ainsi que la troisième phase de l'assistance technique de la Chine à l'hôpital de Gagnoa. Kolo Koulibaly. La Côte d'Ivoire, c'est une croissance économique forte et surtout soutenue. Le gouvernement veut alors renforcer l'impact de cette bonne santé de l'économie ivoirienne sur les populations. L'adduction en eau potable est l'une des priorités du plan social du gouvernement, d'où cette signature d'accord de prêt de 157,9 milliards de francs CFA entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le projet d'alimentation en eau potable de 12 villes à l'intérieur du pays, considéré comme le gouvernement ivoirien comme projet prioritaire, a obtenu le soutien du gouvernement chinois, qui a mis son accord pour la mise en œuvre du projet avec des prêts préférentiels. Ce projet consiste à amener de l'eau des fleuves dans la banlieue des 12 villes. Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, entouré des ministres de la Santé et de l'Hydraulique, s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenaire sur qui le pays peut s'appuyer pour son développement, un développement mis en œuvre avec un accent cette année sur le social. Avec ce prêt, ce sont 3 millions de personnes qui auront de l'eau potable dans 12 villes de l'intérieur du pays. Taloa, Boisflé, Touba, Odiéné, Boundiali, Séguéla, Mankono, Sassandra, Grand Laou, Divo, Katiola et Tanda. La mise en œuvre de ces accords constituera, j'en suis persuadé,
un important accompagnement de la politique sociale initiée par le gouvernement ivoirien pour la période 2019-2020 en vue de renforcer l'impact de la croissance économique sur les populations les plus défavorisées, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de l'électrification et d'autres infrastructures de base. C'est le lieu de saluer le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui ont été portées au niveau de partenariat stratégique global. La Côte d'Ivoire souhaite maintenant pouvoir accueillir prochainement le président de la République populaire de Chine. Une invitation dans ce sens a été adressée aux autorités chinoises. La Côte d'Ivoire et la Chine ont également signé la 3e phase de l'assistance technique à l'hôpital de Gagnoa, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Cela en vue d'assurer des soins de qualité aux populations de la région. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'armée en Côte d'Ivoire. Le pays vient de se doter d'une école de guerre. La cérémonie d'ouverture officielle du premier cours d'études supérieures de défense a eu pour cadre l'école des forces armées de Zambakro. La première promotion est forte de 15 stagiaires. Kader Sogodogo. Je déclare ouvert le cours d'études supérieures à l'école de guerre à Zambakro. Des propos du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui feront certainement tâche d'huile. Un moment historique dans l'histoire de l'armée en Côte d'Ivoire. L'école de guerre est désormais effective. Cette école projette la Côte d'Ivoire dans le cercle restreint des pays disposant d'une formation complète pour son armée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire entre dans le cycle fermé des nations dont les forces armées disposent en interne d'un cycle complet de formation des officiers. Depuis la formation initiale jusqu'à l'Institut d'études stratégiques et de défense, en passant par le perfectionnement et les brevets d'enseignement militaire supérieur 1 et 2. Cette première promotion est composée de 15 stagiaires, dont 11 Ivoiriens, 2 Béninois, un Camerounais et un Sud-Africain. L'objectif visé par le cours d'études supérieures de défense est de préparer des officiers supérieurs à commander de grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors, dans les organismes ministériels et interministériels où se conçoit et se conduit la politique de défense et de sécurité. La conférence inaugurale a eu pour thème la maîtrise de la guerre, une constante dans l'histoire de l'humanité. La première chose pour laquelle on doit maîtriser la guerre, et la première chose pour laquelle, depuis l'humanité, on a cherché à maîtriser la guerre, c'est d'abord pour la paix. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut connaître la guerre pour mieux préparer la paix. La Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes très concernés par ce qui se passe dans le Sahel. Parce que si on n'arrive pas à stopper ce mouvement, mais notre pays sera en front line avec cette situation de quelques années. C'est une réalité, c'est une évidence, c'est une pression qu'on voit, qu'on sent. Donc on a besoin aussi de cadres pointus, militaires, qui puissent nous dire aujourd'hui, voilà ce qu'il faut commencer à faire. Parce que forcément, dans 1 an, voilà les problèmes qu'on va avoir. Dans 2 ans, voilà les problèmes qu'on va avoir du fait de la situation. Et on regarde bien l'évolution. La première promotion recevra son diplôme de fin de formation en juillet 2020 après 10 mois de formation à l'école des forces armées de Zambakro. Pour cette école de guerre, la Côte d'Ivoire et la Fondation Konrad Adenauer ont signé un protocole d'accord qui va permettre de financer la formation. L'armée de Côte d'Ivoire est en exercice à Yamoussoukro. Baptisée Toucan 2019, cette activité met en scène un scénario de prise d'otages. Quelle est la capacité de réaction des soldats ivoiriens? Ici, la flotte aérienne est mise en avant. Kader Sogodogo. L'aéroport de Yamoussoukro est aux mains d'une milice d'un pays voisin. L'espace territorial ivoirien est donc violé et annexé par l'ennemi. Une milice lourdement armée, équipée de 14-5. Ces hommes, armes en poing, paradent à l'aéroport. L'armée de Côte d'Ivoire entre en guerre. L'opération de reprise de l'aéroport est lancée. Elle est baptisée Toucan. Le chef d'état-major, général des armées, à la tête met en place un PC crise.
Le message est unique. Il faut reconquérir cet espace territorial au prix de sa vie. Les hommes sont engagés. 392 au total. 5 vecteurs aériens composés de 2 Mi-24, un Mi-17, un Antonov et un Casa 295. Une cinquantaine de véhicules tactiques militaires. Le soutien pétrolier est l'affaire d'une dizaine de camions-citernes. Pour le combat, les éléments des forces spéciales sont héliportés. Ici commence le renseignement dont se servent les fusiliers commandos de l'air, FUSCOA, pour traiter les positions ennemies. Bombardement avec des Mi-24. Les troupes progressent au sol. Tir de AK-47 et de Tavor. Il y a de l'action. Il y a du feu. Les positions ennemies tombent une à une. Un premier corridor de sécurité est établi dans le périmètre de l'aéroport. Après ratissage, FUSCOA. L'infanterie atterrit avec un Casa 295 et un Antonov. Le deuxième périmètre sécuritaire se dresse. Objectif atteint. L'aéroport est libéré et sécurisé. Bien entendu, ceci était un exercice. Ces exercices s'inscrivent dans un cadre de planification annuelle. Il est important pour nous aujourd'hui, au regard de notre contexte sous-régional, de bien préparer nos hommes, d'accroître leur aptitude opérationnelle. Une chose est d'acquérir les moyens, une autre est de savoir les utiliser, surtout dans le cadre d'une mutualisation. Aujourd'hui, il s'agissait d'un exercice à dominante air. Avec les nouveaux aéronefs acquis, il y a une amélioration. L'exercice que nous venons de faire n'a en rien perturbé le déroulement normal de toutes les activités qui avaient été prévues dans la ville de Yamoussoukro. L'ensemble des troupes retenues pour l'exercice provient d'Abidjan. Le bureau de la Commission électorale indépendante CEI a échangé avec une délégation du NDI, le National Democratic Institute. Le directeur pays du NDI est venu réaffirmer le soutien de son institution à l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Code de bonne conduite en période électorale, acceptation des résultats issus des urnes, déploiement d'équipes d'observation. Des sujets abordés à cette rencontre entre le National Democratic Institute et la Commission électorale indépendante. Après avoir fait le point de leur collaboration, le NDI réaffirme son soutien à la CEI pour l'organisation des futures échéances électorales. Nous avons eu l'opportunité de discuter ensemble d'un certain nombre de points qui sont, je dirais, des points traditionnels de collaboration entre le National Democratic Institute et la Commission électorale indépendante. Nous avons donc passé en revue ces différents points de collaboration et nous en sommes sortis très satisfaits. Et nous sommes donc venus renouveler l'expression de notre gratitude et vraiment notre disponibilité à accompagner le nouveau cycle électoral 2020 en Côte d'Ivoire avec toute notre expertise aux côtés de la société civile, mais aussi aux côtés de la Commission électorale indépendante. Le directeur pays du NDI a transmis ses encouragements au nouveau bureau de la CEI conduit par Ibrahim Koulibaly Kuibier. Ils s'étaient réfugiés au Mali. Ces 135 Ivoiriens, dont 71 enfants, ont regagné leur pays hier mercredi. Ils ont été accueillis par les autorités régionales de Pogo et de Korogo. Un retour volontaire possible grâce aux autorités des deux pays et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ami Sissoko. Je voudrais vous dire bonne arrivée. Vous êtes les bienvenus chez vous. Mercredi 16 octobre, 14h30, poste frontalier de Pogo. Retour au bercail de 135 réfugiés ivoiriens après 8 années d'exil au Mali à la faveur de la crise de 2011. Ils sont accueillis ici par les autorités du département de Wongolo. 15h, cap sur Korogo pour les formalités administratives. Ce n'est qu'à 19h qu'ils arrivent enfin au centre culturel de Korogo où le traditionnel Fotamana bienvenue en ce nouveau leur est réservé par les autorités administratives et politiques. Ce convoi en provenance de Bamako compte 71 enfants, 35 femmes et 29 hommes. Pour eux, ce retour sur leur terre natale était un véritable soulagement. J'écoutais les informations, je vois que la Côte d'Ivoire est en train de prospérer. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et c'est pour cette raison que moi j'ai décidé de rentrer, parce qu'on est mieux chez soi. Ce rapatriement volontaire intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé en août 2012 entre la Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et le Mali.
une personne qui arrive ici, il reçoit au maximum 325 000 francs pour qu'il puisse vivre décemment. Je ne dis pas que c'est une grande somme qui va l'aider à passer une année dans de très bonnes conditions, mais c'est pour l'accueil. Nous allons nous assurer que tous ces enfants ont des extraits d'acte de naissance, donc qui ont été déclarés dans leur localité de naissance, de telle sorte que nous puissions récupérer les extraits d'acte de naissance, les faire transcrire auprès de notre ambassade au Mali pour que ces enfants puissent avoir des extraits de naissance ivoiriens. Et par la suite, pour que ces enfants-là puissent être intégrés dans le cursus scolaire ivoirien. Il reste encore 586 réfugiés ivoiriens au Mali. Au total, sur 300 000 réfugiés ivoiriens dénombrés, 278 000 sont déjà rentrés. Il ne reste plus que 22 000 selon le HCR. Dans le domaine de l'éducation, après 4 années de mandat à l'UNESCO, la Côte d'Ivoire fait son bilan. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est au conseil exécutif de l'UNESCO à Paris, la capitale française. Le mandat ivoirien a pris fin avec la 207e session du conseil exécutif. Demain, 18 octobre, Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, va abriter la cérémonie de la 2e édition du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique. Ce prix vise à promouvoir des travaux scientifiques portant sur le parcours, la pensée et les actions de Félix Houphouët-Boigny. Francis Boifo. Un prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique. Cet autre prix, portant le nom du père de la nation ivoirienne, a possible cette fois les étudiants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique occidentale. L'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ambitionne d'encourager la recherche sur la vie, l'éthique politique et l'œuvre immense de ce bâtisseur panafricaniste. Il s'agit d'étudier Félix Houphouët-Boigny, désormais personnage historique, passé à la postérité comme objet d'études scientifiques, pour mieux expliquer et comprendre sa pensée, sa philosophie politique, son action historique. Pour décerner ce prix, un jury de 10 personnalités ivoiriennes et étrangères, nommées intuitif personnel par le secrétaire général de la Fondation, est mis en place. La Fondation Félix Houphouët-Boigny souhaite que ces travaux scientifiques aident à mettre en lumière des modèles politiques, des acteurs de développement qui épousent à la fois les valeurs de paix et de cohésion telles que pensées par Félix Houphouët-Boigny. Nous avons pensé que c'était important d'aborder la pensée de Félix Houphouët-Boigny, son œuvre, l'homme multidimensionnel qu'il fut, le grand bâtisseur de nations qu'il fut, le grand panafricaniste qu'il fut, etc. et permettre aux étudiants de se pencher sur cet homme. La 2e édition du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique aura lieu ce 18 octobre, date anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. L'année dernière, le prix a été décerné à 2 travaux de recherche, un master en sociologie et une thèse de doctorat en histoire sur la vie de Félix Houphouët-Boigny. La mairie annexe d'un village de la commune d'Atekoubé est désormais fonctionnelle. Ce service administratif se rapproche ainsi de ses usagers. Éric Goré. Les populations du village de Santé ont pris d'assaut les nouveaux locaux de la mairie annexe d'Atekoubé, dans ce champ pour saluer cette action de développement. Fini les difficultés pour faire les déclarations de naissance ou encore se faire établir un document administratif. On avait beaucoup de difficultés en partant déclarer les naissances. Souvent, il y a des femmes même que je connais bien qui ne faisaient pas de déclaration parce qu'elles se disaient que c'était un peu loin. Elles sont là, elles remettent à demain et ça dure. Et puis après, ça fait que les enfants n'avaient pas d'extrait. Parce que quitter chez nous, à Jérusalem, pour aller à Atekoubé derrière l'eau, vraiment c'est coûteux. Parce que tu vas prendre un baka, tu descends, le transport peut te faire facilement aller-retour 1000 francs. Aujourd'hui, à un pas de chez nous, on peut se rendre facilement à la mairie annexe. L'édifice a été inauguré par les ministres Vagondo Diomandé et Danho Paulin. Un édifice qui s'inscrit dans le prolongement de la politique du gouvernement ivoirien de rapprocher l'administration des populations.
Je considère que le premier contact de l'État avec les citoyens commence par son inscription à l'état civil. Une mairie annexe qui comprend un service technique, un service d'état civil, une régie et le bureau du maire. Nous sommes la commune famille. Et la commune famille suppose un contact permanent avec nos populations. C'est pourquoi la municipalité assurera ici une permanence du lundi au dimanche. Parce que nous avons construit un préau. Ce préau doit permettre aux populations d'avoir la possibilité de se réunir, d'organiser des mariages, de toute forme de rencontre. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, des dons ont été faits par la mairie d'Atekoubé aux personnes handicapées pour leur permettre de se déplacer facilement. On s'intéresse maintenant à une triste histoire. Le corps sans vie d'un étudiant en deuxième année de droit a été retrouvé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le corps a été retrouvé enveloppé dans un sac abandonné le 9 octobre dernier. Les présumés assassins ont été interpellés aujourd'hui par la direction de la police criminelle. Aucune information pour l'heure sur le mobile de ce crime. La lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire affiche de bons résultats. En 2015, le pays occupait la 6e place au classement des États les plus touchés par la maladie. Il est passé à la 15e place en 2017. Aujourd'hui, le IFTube fait le point de 3 années d'exécution. C'est un projet qui a été expérimenté dans 40 villages de la région de Békay et le nombre de cas a baissé de 38%. La société ivoirienne de télédiffusion IDT a désormais une mutuelle. Sa mission est d'aider ses agents en charge du déploiement en Côte d'Ivoire de la TNT, la télévision numérique terrestre. L'investiture du conseil d'administration avec Serge Coléa. Thomas Guessambi, assistant du directeur général, est le président de MAIDT, la mutuelle des agents de la société ivoirienne de télédiffusion. Contribution d'une mutuelle à la performance d'une entreprise, c'est autour de cette thématique que MAIDT entend bâtir sa stratégie. Nous sommes nés de la RTI et nous devons prendre notre destin entre nos mains. Donc cela voudrait dire que tout est à construire. Nous allons travailler sur l'épanouissement, le bien-être du travailleur. Et si le travailleur se sent bien dans sa peau, il va naturellement contribuer à l'essor de son entreprise. Nous sommes une jeune entreprise donc, qui est chargée de déployer la télévision numérique terrestre à travers tout le pays. Et je pense qu'ils vont nous accompagner sagement en donnant de bons conseils aux agents. Le président de MAIDT et son équipe ont été investis par Mathieu Baboudaré, président du conseil d'administration de la société ivoirienne de télédiffusion. La TNT constitue un défi majeur. Et comme ces défis-là sont très préoccupants, nous pensons que nous avons besoin de notre personnel, de nos ressources humaines pour pouvoir parvenir à réaliser ces objectifs-là. La mutuelle des agents de la société ivoirienne de télédiffusion a le soutien du ministre de la Communication et des Médias représenté à cette cérémonie. IDT a toujours été au cœur des décisions du ministère. Nous sommes présents au quotidien pour réussir la mission de IDT. Autour du directeur général Yeo Adaman, les quelques 150 membres de la mutuelle des agents de la société ivoirienne de télédiffusion se disent prêts à relever les défis de l'entreprise. Sur la scène culturelle ivoirienne, la fête traditionnelle du peuple Nzima, la Bissa, n'aura pas lieu à la date indiquée pour cette édition 2019. La raison, la montée des eaux due à la forte pluie de ce week-end. La nouvelle date, du 3 au 17 novembre prochain, soit un report de 2 semaines. Franck Wadio. Abissa 2019, changement de date, prévu se tenir à partir du 20 octobre. Le rendez-vous culturel des rites et traditions Nzima, sud de la Côte d'Ivoire, aura finalement lieu du 3 au 17 novembre prochain. Le 3 pour la mise en retraite de l'Edongbélé et le 10, la sortie effective de la danse et puis le 17, la fin de l'Abissa. Un report de 15 jours dû à la montée des eaux consécutives aux récentes pluies. Et ce quartier France, là où se tient l'Abissa chaque année, à Grand Bassam. Aujourd'hui, le quartier historique de Bassam, le quartier France est apparemment, avec la montée des eaux, il y a beaucoup de parties de ce quartier qui sont inondées, qui ont été donc touchées par les inondations.
Une fête reportée, mais qui garde sa quintessence et ses innovations. Nos frères qui représentent des communautés fortes dans ce pays, qui viendront à l'Abissa. Et ça, c'est une innovation qu'on n'a jamais vue. Les instruments de danse de l'Abissa. Et l'innovation va consister à présenter ces instruments de danse pour que ces instruments qui donnent de la rythmique, qui donnent de la joie à toute la population, au peuple qui vient, ces instruments-là soient mieux connus au cours de l'Abissa. Abissa, une édition 2019 qui, selon le responsable de la commission Tradition et Culture, tiendra toutes ses promesses. L'actualité internationale pour terminer, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé la conclusion d'un nouvel accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ce jeudi. Mais déjà des oppositions, Jeremy Corbyn, le dirigeant du Labour, le principal parti d'opposition, a rejeté cet accord qu'il estime pire que celui de Theresa May. À sa suite, les libéraux démocrates ont prévenu qu'ils ne voteraient pas pour ce nouvel accord dommageable à l'économie britannique. Tout ceci à quelques heures d'un sommet européen décisif. Merci à tous de votre attention. Retrouvez-nous aussi sur le www.rti.ci. Bonsoir et à demain vendredi.